Je suis photographe. Bon ça, si jamais tu ne me connaissais pas, tu l'as découvert en regardant le nom de la chaîne. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs, hein, bienvenue au passage. Et si jamais tu me suis depuis un petit bout de temps, tu l'auras déjà deviné. Et en même temps, je suis daltonien. Et en général, quand je dis ces deux choses-là dans la même phrase, j'ai une question qui arrive très vite qui est « Comment est-ce que tu arrives à retoucher tes photos alors que tu vois pas les couleurs ?» Alors déjà, on va mettre une chose au point, les couleurs, je les vois. Peut-être pas de la même façon que toi, mais je les vois quand même. Et donc du coup, c'est une question qui a souvent été posée, c'est une question qui a souvent été soulevée en commentaire lorsque je fais des vidéos où je retouche des photos, où je parle un peu de colorimétrie. Je me suis dit que ça pourrait être cool d'en faire une vidéo à part entière. Je suis pas du tout scientifique et c'est pas quelque chose qui m'attire énormément. Du coup, dans cette vidéo, lorsque je vais parler du daltonisme en général, je vais essayer d'être vraiment très bref et vraiment en surface. Je ne vais pas parler de choses très précises dans le sujet par peur de me tromper, c'est vraiment un choix que je vais faire. Je vais quand même te lister quelques vidéos et articles scientifiques en description qui sont bien expliqués, mais cette vidéo est beaucoup plus orientée sur ma vie de photographe / daltonien plutôt que sur le daltonisme en général. Mais pour faire bref, le daltonisme, c'est une anomalie due à un manque de cône dans la rétine. La rétine, pour faire très bref, va recevoir des informations qu'elle va envoyer au cerveau et c'est le cerveau qui va transformer ces informations en images. C'est un peu comme nos appareils photo. En bref, la rétine, c'est un objectif, tu reçois de l'information que tu envoies directement au cerveau, le capteur. D'ailleurs, dans les cours de sciences, le fonctionnement de l'œil est souvent comparé à un objectif photo. Je me souviens parce que c'est une des seules matières que j'ai retenues en sciences. Il y a deux choses qui vont aider à traiter l'information de l'image. Il va y avoir en premier les bâtonnets qui vont gérer l'intensité de lumière, que ce soit plus ou moins sombre. Et en deuxième, il va y avoir les cônes qui vont traiter les couleurs. On va retrouver trois types de cônes qui vont gérer trois types de couleurs différentes, le rouge, le vert et le bleu. Ça fonctionne exactement de la même manière que les capteurs de nos appareils photo, caméras ou autres. On va retrouver un capteur avec des pixels pour le vert, pour le rouge et pour le bleu. D'ailleurs, c'est même à l'inverse qu'il faut penser. Ces capteurs ont été développés pour ressembler énormément au fonctionnement de l'être humain, tout simplement. Et comme l'œil humain est beaucoup plus sensible à la couleur verte qu'à la couleur rouge et bleue, dû au fait que ça aide à repérer les prédateurs, du moins ça aidait, aujourd'hui on n'a plus de prédateurs, les capteurs d'appareils photo et ou de caméras vont fonctionner exactement comme notre œil. On va retrouver un pixel rouge, un pixel bleu et 2 pixels verts. En vrai, on va en retrouver beaucoup plus, mais c'est ça la correspondance. On va retrouver 2 verts pour un rouge et un bleu. Mais donc du coup, tu l'auras compris, le daltonisme, c'est dû à un manque de cônes dans le traitement de l'information. Et vu qu'il y a 3 types de cônes différents, on va retrouver 4 types de daltonisme. Le premier, c'est le plus rare, c'est le monochromatisme. Tu l'auras compris, si tu fais un peu de photos, tu sais directement à quoi ça fait référence, c'est la vision en noir et blanc, la vision en niveau de gris. C'est quand tu as un problème au niveau des 3 types de cônes, qu'en général tu as un gros problème d'ailleurs au niveau des 3 types de cônes, tu vois du coup en niveau de gris, c'est quelque chose d'assez rare et qui touche une infime partie de la population mondiale. Et d'ailleurs, heureusement, parce que même si j'aime énormément le noir et blanc, je voudrais pas vivre ma vie en noir et blanc. Ça doit être assez bizarre. Les 3 autres types vont du coup correspondre à une anomalie de la vision concernant le bleu, le vert et le rouge. On va donc parler de deutéranopie quand on a du mal à voir le vert, et c'est la forme de daltonisme le plus répandue, de protanopie pour le rouge et de tritanopie pour le bleu. Alors de tous les tests que j'ai faits, il en ressort la même conclusion, j'ai la forme de daltonisme la plus commune, soit la deutéranopie. J'ai donc du mal à distinguer la couleur verte, mais pas uniquement. Quand on dit que j'ai du mal à distinguer la couleur verte, c'est le cas pour toutes les autres couleurs qui ont des nuances de vert également. Il n'y a donc pas que pour le vert que je me trompe également pour le rouge, l'orange, le jaune, le brun, bref, toutes les couleurs qui ressemblent entre guillemets, même si ce mot est très loin d'être scientifique au final. Ce que je vous propose de faire maintenant pour que vous compreniez peut-être un petit peu la façon dont je vois les couleurs ou que je ne les vois pas, c'est de faire tous ensemble un test. Alors, ça va être assez long, je pense que le test dure 3 à 4 minutes, donc je te mets un timer juste ici si jamais tu as envie de le skipper. On va le faire sur le site web Enchroma. De tous les articles scientifiques que j'ai pu lire, le site Enchroma a l'air d'être assez sérieux, mine de rien, même s'il profite de faire ce test pour te vendre ensuite des lunettes pour corriger ce daltonisme. Petite précision, je vous vois déjà venir, je vais appliquer aucune correction colorimétrique évidemment sur l'image, de façon à ne pas biaiser le test, mais donc du coup même sur ma face cam, il n'y aura pas de correction colorimétrique, l'image sera assez brute. Bref, c'est pas pour 3 minutes de vidéo. Ok, donc je vous l'ai dit, on se retrouve maintenant sur le site de chez Enchroma. Des différents articles que j'ai pu lire, le site de Enchroma propose un test qui est assez finalement rigoureux. Le test, vous le connaissez, vous le voyez en image juste à côté. On a un fond d'une couleur et sur ce fond, on va retrouver un chiffre d'une autre couleur. Les deux couleurs vont être plus ou moins saturées, plus ou moins différentes, de façon à montrer quel type de daltonisme et quel degré de daltonisme est-ce qu'on va avoir. En tout cas, est-ce que je vais avoir. Peut-être que vous allez vous découvrir daltonien également. Juste une petite précision avant de commencer, je vais devoir répondre d'un chiffre de 1 à 9 ou 2 autres possibilités. Première possibilité, dire que je ne suis pas sûr, c'est-à-dire que je vois une tache mais j'arrive pas à discerner ce que c'est. Et deuxième possibilité, c'est que je ne vois rien, ce qui est assez frustrant car je sais qu'il y a un chiffre à chaque fois.
Je vais devoir aller assez vite car le test me propose pas 15 secondes entre chaque image pour pas que les yeux s'habituent tout simplement. Allez, là ça va, 8, 7, 5, un peu plus compliqué celui-là. Là je vois une tache ici mais j'arrive pas à savoir si c'est 6 ou 8. Là je vois rien. Ceux qui sont pas daltoniens doivent se marrer à mon avis maintenant. 6. Je pense que c'est un 3 mais je suis pas sûr. Là je vois un 4. Un peu compliqué. 9, là ça devrait aller je pense. 6. Je dirais 5. 6. 5 sans hésitation. Là de nouveau je vois rien. 6. 1 sans problème, il est bien fluo. Là je suis vraiment pas sûr. 3. 9. J'arrive pas vraiment à discerner. Je vois une tache mais j'arrive pas à discerner ce que c'est. 5. 8. 1. Je pense que c'est un 3. Toujours 3. 9. 1. 9. Sans problème celui-là. Là je vois une tache ici en plein milieu mais j'arrive pas à voir ce que c'est. 2. 6. 9. 7 mais avec un peu de difficulté. 8. 5. Je pense que c'est un 6 mais je suis vraiment pas sûr là pour le coup. Là je vois une tache ici au-dessus qui pour moi serait le début d'un 5 mais je suis pas plus sûr que ça. 4 sans problème. 9. Wow. Pareil, je vois une tache ici en dessous mais je dirais 8 mais je suis pas sûr du tout. 6. 2. 7. 2 je pense. 4 sans problème celui-là. Ok bon, on dirait que ça a été assez vite mine de rien. Alors normalement sans trop de surprise je dois être 2 Terranop à tendance moyenne ou forte. Là ça dépend un petit peu des différents tests. On va voir ce qu'il va dire du coup. Voilà, pas de surprise. 2 Terranop à tendance forte, un type de daltonisme où on confond le rouge et le vert, surtout en tout cas. Bonne nouvelle, les personnes avec ce type de daltonisme répondent plutôt bien, plutôt positivement aux lunettes de chez Enchroma. Bon, vous aurez vu le résultat du test, je suis bien 2 Terranop à tendance moyenne ou forte, ça je le sais depuis des années. On va parler un petit peu maintenant des handicaps que ça peut engendrer dans la vie courante, car vous le devinez bien, il y a des situations où être daltonien, c'est pas vraiment évident. Alors dans les 3 cas que je vais vous donner, ce sont des cas qui me concernent personnellement. Comme je vous l'ai dit certainement déjà plus tôt dans la vidéo, chaque daltonisme est différent et chacun le gère différemment. Il faut savoir que tu peux l'attraper suite à un accident. Moi personnellement je suis né avec, ce qui veut dire que du coup j'ai toujours vécu comme ça et je vivrai certainement d'ailleurs toute ma vie comme ça. Mais comme pour chaque handicap, le corps humain s'adapte et du coup développe des moyens de contourner ce handicap. Un des premiers moments où c'est un peu gênant, un peu handicapant, voire un petit peu dangereux d'avoir un daltonisme, c'est au niveau, en tout cas pour moi, des feux de signalisation, des feux de route. Je sais comme tout le monde qu'au-dessus c'est rouge, il faut s'arrêter, au milieu c'est orange, il faut s'arrêter si tu peux, et en bas c'est vert, tu peux passer. En pleine journée, et finalement d'assez loin, je sais repérer où se situe le feu de signalisation, en haut, au milieu ou en bas, et du coup adapter ma conduite. Mais du coup en pleine nuit ça devient un peu plus compliqué, car vu que tout est noir, excepté le feu, j'arrive pas à distinguer à quel niveau il se trouve. Donc dans tous les cas, je ralentis jusqu'à voir où se trouve le feu de signalisation, et j'abuse en fonction. Et deuxième cas qui est handicapant, c'est lors de mon voyage aux États-Unis. On a loué une voiture pour faire Miami-Key West, et là-bas les feux sont horizontaux.
Alors en toute logique, j'aurais dit à droite on passe, à gauche on passe pas, mais j'avais clairement pas envie de prendre le risque, surtout dans un pays qui n'est pas le mien, avec une voiture qui n'est pas la mienne. Là, rien de très grave, je me suis renseigné avant et effectivement c'est bien ça. À gauche c'est rouge et à droite c'est, j'aurais tendance à dire vert, mais personnellement j'aurais vu jaune. Mais donc c'était à gauche on passe pas, à droite on peut. Et c'est également un cas de figure qu'on va retrouver sur des toboggans dans des grands centres aquatiques. La prochaine fois que vous en prendrez un, en général quand le toboggan est plutôt long, on va retrouver un feu au tout début pour vous indiquer si vous pouvez y aller ou s'il vaut mieux se retenir. Et bien en général ces feux là sont horizontaux. Et donc à chaque fois ce qui se passe quand j'arrive c'est je laisse passer quelqu'un avant moi pour voir comment il réagit, est-ce qu'il passe à droite ou à gauche, et ensuite je fais pareil. Ce qui veut dire que si la personne avant moi se fout de ma gueule, elle passe quand c'est rouge. Mais ça c'est une autre histoire. Deuxième situation qui est elle beaucoup moins dangereuse et qui au pire me vaut quelques moqueries, c'est au niveau de mes vêtements. Fatalement, la couleur de mes vêtements, je la vois pas pareil que par exemple juste ma copine. Ce qui fait que lorsque je choisis moi-même un nouvel ensemble de vêtements, par exemple un nouveau pantalon avec un nouveau pull, il se peut que les deux n'aillent vraiment pas ensemble. En plus de ça, je suis un mec, alors je suis vraiment pas aidé. Troisième situation, c'était quand j'étais plus petit à l'école, et encore maintenant, car je suis instit. Tout ce qui est crayon de couleur, marqueur, craie, feutre, tout ce que tu veux, bref, tout ce qui a de la couleur, fatalement, je le mélangeais. Et lorsque j'étais petit, j'étais vraiment timide, limite maladif, ce qui fait que je n'osais le dire à personne. Et là où un être humain normal aurait juste inscrit sur son crayon orange, vert, rouge, noir, etc., moi je les taillais de tailles différentes. En gros, je confondais fatalement le vert et le rouge. Le vert, dès que je le recevais, je le cassais en deux de façon à avoir un tout petit crayon. Et le rouge, je le gardais grand et dès qu'il atteignait la moitié de sa taille, je le jetais. Comme ça, je savais toujours que le plus grand était le rouge et le plus petit était le vert. Je pense que je dois faire un test également pour savoir si je suis psychopathe ou pas. Mais j'ai peut-être peur de savoir la réponse en fait. C'est encore le cas actuellement, en tant que prof, j'ai encore un plumier avec des bics de différentes couleurs. Je vous rassure, les bics, je vais pas les tailler et les choisir de tailles différentes, je les choisis de marques différentes. Par exemple, mon bic vert et mon bic rouge ne sont pas de la même marque. Comme ça, je sais les distinguer très rapidement. Par contre, en ce qui concerne les craies, là, clairement, je l'avoue, je demande aux élèves, ça va plus vite. Dans tous les cas, en plus, ils sont contents de m'aider. Bon, et pour revenir au thème propre de la vidéo, le fait d'être daltonien en plus d'être photographe ou vidéaste, bref, créateur d'images, effectivement, ça va poser quelques petits problèmes supplémentaires. Alors là, je vais peut-être rentrer dans un point un petit peu plus technique, donc je vais essayer d'être assez bref et concis. Au niveau de la production, au niveau de la prise de vue, bref, quand je prends une image, que ce soit en photo ou en vidéo, il y a 2-3 petites choses qui sont assez ennuyantes. Je pense notamment à une option qui est juste hyper utile, notamment quand on fait une mise au point manuelle. La mise au point, c'est quand on gère la zone de netteté, savoir que quelque chose est net et que derrière c'est flou. Il y a une option qui s'appelle le peaking et qui nous permet d'avoir de la couleur sur la zone de l'image où c'est net. Par exemple, si je mets ma main devant, ma main est nette, tandis que moi derrière ici, je suis flou. Et bien du coup, sur mon moniteur, sur mon écran au-dessus, ma main est jaune. Et lorsque je refais ça, la zone jaune revient sur mon visage. Au tout début où j'utilisais cette option, elle n'était disponible qu'en rouge. Et autant vous dire que lorsque j'allais filmer dehors, en nature, du rouge sur du vert, je ne le voyais plus. Heureusement maintenant pour moi, depuis quelques années, le peaking, tu peux choisir ses couleurs parmi 5 ou 6 options, donc il n'y a plus aucun problème. Par exemple, sur mon Sony ici, sur mon appareil, j'ai une touche, un bouton rapide personnalisable qui me permet de passer du peaking jaune, rouge, bleu et blanc. Du coup, je pars à toute éventualité. Deuxième chose qui est un petit peu ennuyante pour moi, c'est lorsque je joue avec des lumières qu'on appelle bicolores. Ici par exemple, et même juste derrière moi, j'ai une lumière blanche, une lumière que j'ai réglée sur un teint vraiment neutre. Mais par exemple, la lumière qui est derrière moi, je peux avoir une lumière beaucoup plus chaude, du coup beaucoup plus rouge, ou une lumière beaucoup plus froide, beaucoup plus bleue. Dans cet exemple-là, entre le rouge et le bleu, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Tu l'auras vu tout à l'heure d'ailleurs avec le test que j'ai fait. Mais il y a d'autres lampes que je vais utiliser, notamment pour de la lumière de décoration, pas juste pour m'éclairer, mais pour donner un look, une ambiance à l'image, où là, ça devient un peu plus handicapant. Je pense notamment à ce genre de petit panneau qui va produire une lumière très saturée, soit très rouge, très verte, très jaune. On le voit ici, je vais baisser un peu son intensité. Ici, elle est vraiment au minimum, donc c'est vraiment une lumière là très bleue. Tu le vois sur ma main d'ailleurs. Dans le cas du bleu, ça pose pas de problème, mais tu auras très vite compris où moi je vais avoir un petit handicap, c'est au niveau du rouge et du vert. Par exemple ici, si je ne connaissais pas les numéros par cœur, on va en parler dans une seconde, je serais incapable de te dire si cette lumière est rouge, orange, verte ou jaune. Je pense qu'à l'écran tu auras du mal aussi, mais je t'assure qu'en vrai, une personne non daltonienne avec une vision normale au niveau des couleurs saurait le dire en moins de 2. Mais donc du coup, et c'est pour ça que je t'ai parlé des numéros, en général à l'arrière de ces lampes, on va retrouver un code couleur.
Et je sais de mémoire que même sans regarder, entre 0 et 80 degrés, on va avoir une lumière rouge, tandis qu'entre 120 et 180 degrés, ce sera une lumière verte. C'est un panneau que j'utilise très souvent, donc j'ai appris tout simplement les numéros par cœur. Ça va sans doute en étonner plus d'un, et il n'y a absolument rien de fou à ça. Comme je vous le répète depuis le début de la vidéo, je suis né avec ce handicap, avec cette anomalie, et donc du coup, j'ai trouvé des moyens de détourner ce problème. On va parler juste 30 secondes des chargeurs. Je sais que c'est un truc qui va vous paraître tout bête, mais croyez-moi, c'est assez handicapant. En général, les chargeurs les plus bon marché n'ont pas ce genre de jauge ici devant. Sur ce chargeur-là, on va retrouver une jauge de batterie qui va s'illuminer à 25, 50, 75 ou 100% en fonction de la charge de la batterie. Mais les chargeurs les plus bon marché ont juste une LED qui va clignoter en rouge lorsque la batterie est en charge et en vert une fois que la batterie est chargée. Donc pour moi, en fait, elle est toujours en charge. Vous allez dire que c'est pas vraiment handicapant et je suis bien d'accord avec vous, c'est le moindre de mes problèmes. Mais sachez juste une chose, une fois qu'une batterie est chargée, et c'est valable également pour votre téléphone, c'est très mauvais de le laisser en charge encore et encore et encore. Bon, ça du coup, c'est lorsque je prends des photos sur le terrain. On va voir maintenant en post-production, lorsque je vais développer mes photos et mes vidéos, voir un petit peu comment je réagis. Et là du coup, ce sera juste plus simple de se retrouver directement sur le PC. Ok, donc on se retrouve maintenant sur Lightroom, qui est mon programme de développement photo, histoire de vous montrer un petit peu les outils que je vais utiliser pour être sûr de ne pas faire de grosses bêtises. Maintenant, forcément, je vais avoir une patte qui m'est propre à moi, mais ça c'est vraiment en dehors du daltonisme. Si on prend juste deux personnes non daltoniennes qui retouchent la même photo, elles auront bien évidemment deux visions différentes. Confinement oblige, j'ai envie de vacances, du coup je me replonge dans mes anciennes photos de New York. En plus c'est une série qui vous a plutôt plu sur Instagram. On peut voir ici le avant-après, et donc du coup je vais vous montrer rapidement les quelques outils que je vais utiliser pour être sûr de ne pas faire de bêtises. On a ici en haut à droite l'histogramme, qui est un graphique qui va me montrer le niveau d'exposition de la photo, savoir si elle est trop éclairée ou pas assez, et en plus du niveau de gris qui va indiquer la luminosité globale de la photo. On va avoir également un histogramme de couleurs pour indiquer leur saturation. Ici on peut voir que le bleu est en majorité dû au fait qu'il y ait une énorme partie de ciel dans ma photo. On a d'autres outils comme par exemple ce qu'on appelle la balance des blancs, qui va régler la chaleur de la photo, savoir si elle est beaucoup plus rouge ou beaucoup plus bleue, ce qu'on va appeler des couleurs chaudes ou froides tout simplement. Et on a cet outil qui est l'outil pipette, qui va nous servir à avoir une balance des blancs presque automatique. On sélectionne cet outil-là et on vient chercher dans la photo un endroit où on sait que c'était blanc de base. Par exemple, cet immeuble de base était blanc. Si je calque ma balance des blancs sur la référence de cet immeuble, on aura une toute autre image. Maintenant, comme chaque règle elle est faite pour être dépassée, et vous l'avez vu de base, ma photo, je l'ai volontairement réchauffée de façon à donner un aspect beaucoup plus naturel à l'image. Pareil ici, on a un autre panneau qui va s'appeler teinte, saturation et luminance. On va pouvoir gérer les couleurs vraiment séparément. La saturation va vraiment jouer sur le niveau d'intensité de la couleur. Donc par exemple, si je prends le curseur bleu ici en dessous, le ciel va normalement devenir de plus en plus bleu. Voilà. Ce panneau va du coup me servir à voir si une couleur est beaucoup trop présente, si un des curseurs s'approche de 100%, ou au contraire, voir si elle n'est pas du tout présente, si un curseur vraiment diminue à moins 100. Ça permet du coup, on a un rapide coup d'œil de la photo, de voir si toutes les couleurs sont plus ou moins maintenues ou si on a une qui pète alors que je ne m'en rends pas compte. De nouveau, ça pourrait être un choix de mettre en avant une couleur au détriment d'une autre, mais tous ces outils sont vraiment là pour me rendre compte de est-ce que je vois bien ce que je suis en train de faire. Si je suis conscient que je vais mettre en avant du jaune par rapport à du bleu, ok, pas de souci, ça passe. Mais si quand j'ai finalement retouché toute ma photo, ce panneau m'indique que le vert est bien en avant et que je ne m'en rends pas compte, c'est à ça que va servir ce panneau, à m'indiquer que je suis occupé à faire une erreur. En tout cas que je ne me rends pas compte. Dernier exemple que je vais vous donner, c'est cette photo-ci que j'ai prise à la Côte d'Opale il y a maintenant 2 à 3 mois. Je sais que dans la photo d'origine, l'herbe est beaucoup plus verte qu'elle ne l'est dans ma photo finale. Mais c'est une tendance que je suis occupé à dégager au final et dont je suis occupé à me rendre compte d'année en année, c'est que j'ai un style de développement photo qui finalement tire vers des couleurs beaucoup plus chaudes plutôt que beaucoup plus froides. Si j'avais gardé la balance des blancs de base, donc c'est-à-dire une image beaucoup plus froide tirant beaucoup plus vers le bleu, j'aurais dû jouer avec des couleurs que je ne vois pas forcément et dont je ne vois pas toutes les nuances. On parle de vert, on parle peut-être de brun également. Ce sont des nuances avec lesquelles j'ai beaucoup de difficultés. Tandis qu'en tirant toutes les couleurs vers des couleurs un peu plus chaudes, vers le plus chaud, donc oui, au final, si tu me demandes si mon daltonisme joue un rôle sur les effets que j'applique à mes photos et sur mon style de colorimétrie, je pense qu'au final la réponse sera oui. Je pense que si je n'avais pas mon daltonisme, je n'aurais pas tendance à développer mes photos de la même manière, forcément, et surtout je n'aurais pas tendance à les réchauffer autant, avoir une balance des blancs beaucoup plus chaude. Dernière question qu'on me pose souvent, c'est de savoir si je préfère le noir et blanc dû au fait que je sois daltonien. Et la réponse est non. J'aime énormément le noir et blanc, car c'est quelque chose qui est pour moi très graphique. J'aime énormément les noirs et blancs qui sont très contrastés, avec des zones très noires et des zones très blanches. Pour moi, un noir et blanc qui se rapproche du gris, c'est pas un noir et blanc, mais ça de nouveau, c'est un goût personnel.
Et donc, si j'aime le noir et blanc, c'est vraiment pour jouer avec les contrastes, avec de la lumière, quelque chose de très dur. À voir comme dans cet exemple-ci, de la roche qui est très très noire, où on voit quasiment pas de détails, et la mousse qui est sur l'eau qui est très très blanche et qui va du coup vraiment ressortir par rapport au noir de la roche. Dernière chose, une des nombreuses questions que j'ai à chaque fois que je dis que je suis daltonien, c'est « Ah, de quelle couleur est mon pull? De quelle couleur est-ce que tu vois le ciel? De quelle couleur est-ce que tu vois ma voiture? Etc. » Il y a deux raisons pour ne pas faire ça. La première, c'est que c'est vachement chiant. Et que la deuxième, je sais très bien de quelle couleur est le ciel. Je sais très bien qu'il est bleu, que l'herbe est verte, etc. Il faut savoir que le cerveau est toujours prioritaire sur les yeux. Ce qu'on sait va toujours au-devant de ce qu'on voit. Par exemple, si je vous dis un ciel, vous savez qu'il est bleu, l'herbe est verte. Et si vous me demandez de quelle couleur sont les bananes, les tomates et les fraises, je sais très bien qu'elles sont rouges, bleues et blanches. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo du dimanche. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Pourquoi pas à mettre un j'aime si vous avez vraiment aimé. Et puis au final, pourquoi pas à partager cette vidéo, car je pense que c'est un thème dont on ne parle pas souvent sur YouTube. Et au final, c'est un thème qui me tient à cœur. Donc si jamais cette vidéo gagne un peu plus de vues que les autres vidéos, je pense que ça me ferait quand même pas mal plaisir. Bref, prenez soin de vous, sortez, faites des photos, des vidéos, enfin, quand on pourra sortir, et puis à la prochaine, ciao!